Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Antiquum, le podcast qui vous parle du marché de l'art, des antiquités et de tout l'univers autour des arts décoratifs. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la célèbre affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, le scandale qui a irrémédiablement entaché sa réputation. Pour comprendre ce scandale, remontons en 1772. Nous sommes alors au crépuscule du règne de Louis XV, à Versailles. Le roi, très attaché à sa maîtresse, la comtesse du Barry, souhaite lui offrir un collier de grande valeur pour lui témoigner son affection. Pour ce faire, il s'adresse à deux joailliers allemands très reconnus dans leur profession, Charles-Auguste Baumer et son associé Paul Bassange. Ces derniers ont l'habitude de répondre à des commandes royales, et pour le roi de France, il décide de créer une pièce exceptionnelle constituée d'un tour du cou et d'un sautoir serti d'une multitude de diamants et de perles fines. La valeur de ce bijou est estimée à près d'1 million de livres, ce qui équivaut tout de même à l'époque à la somme qu'il faut débourser pour acheter environ 3 petits châteaux. Et pour créer cette pièce unique, les deux joailliers n'hésitent pas à s'endetter fortement pour acheter les matières premières nécessaires à sa réalisation. Toutefois, ils ont peut-être été un brin trop ambitieux pour ce projet, car la fabrication du collier prend beaucoup de temps, et ce en raison de la difficulté de rassembler autant de diamants de la pureté souhaitée. Si bien que le roi Louis XV meurt 2 ans plus tard, en 1774, avant la livraison. Et évidemment, il n'a encore rien payé. Les deux joailliers n'ont pas d'autre choix que de trouver un nouvel acquéreur, et vite pour pouvoir rembourser leurs dettes. Naturellement, ils se tournent vers le couple royal, Louis XVI et Marie-Antoinette, d'autant que la nouvelle reine est connue pour son goût pour le faste, le luxe et évidemment les pierreries. Louis XVI est plutôt d'accord pour l'offrir à sa jeune épouse. Mais contre toute attente, Marie-Antoinette refuse catégoriquement l'achat de ce bijou, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, elle sait très bien que l'opinion publique ne lui est pas favorable. Elle est même clairement impopulaire auprès du peuple. Or, depuis une réforme du ministre des Finances Necker, les comptes de la couronne sont devenus publics. La couronne ne peut donc pas acheter ce collier sans que cette dépense ne fasse l'objet de débats publics. De plus, selon Madame Campan, sa femme de chambre, la reine aurait déclaré qu'en raison de la nouvelle alliance du Royaume de France avec les insurgents américains, l'argent serait bien mieux dépensé pour l'équipement d'un navire de guerre. Enfin, selon certains commérages, la reine aurait également refusé ce collier parce qu'il était au départ conçu pour la du Barry. Or, il est de notoriété publique que Marie-Antoinette méprisait la comtesse, qu'elle surnommait d'ailleurs la créature. L'affaire du collier, pour le couple royal, aurait donc dû s'arrêter sur ce refus. Mais c'était sans compter l'intervention d'une dame de la cour, une certaine Jeanne de Valois-Saint-Rémy, surnommée la comtesse de la Motte. Malgré son titre de comtesse, cette dernière rencontre avec son mari depuis quelque temps des difficultés financières. Elle aurait bien besoin de gagner de l'argent. Or, elle voit dans le collier de Baumer et Bassange l'opportunité d'organiser le coup du siècle. Mais, pour comprendre son plan diabolique, je dois d'abord vous parler du cardinal de Rohan. Cet homme d'église assure depuis 1771 la fonction d'ambassadeur de France en Autriche à Vienne. Toutefois, il scandalise par ses manières, ses dépenses somptuaires et ses mœurs légères l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, qui n'est autre que la mère de la reine de France. Il a même commis un jour une action politique qui lui a fortement déplu. Et, au retour du cardinal en France, Marie-Antoinette, fidèle à la volonté de sa mère, lui fait comprendre que désormais elle n'entretiendrait plus aucune estime à son égard. L'ennui est que le cardinal est secrètement épris de la reine. Blessé, il cherche désespérément un moyen de regagner la confiance de la souveraine.
et pour la regagner, il est prêt à tout. Or, il se trouve que la comtesse de La Motte a vent du désespoir du cardinal. Elle n'hésite pas alors à lui faire croire qu'elle est une amie intime de la reine, et que par conséquent, elle peut l'aider à entrer de nouveau dans ses bonnes grâces. Pour le lui prouver, elle lui transmet des lettres qui seraient signées de la main de la reine. Il n'en est rien évidemment. Elle incite aussi le cardinal à écrire directement à Marie-Antoinette, et met ainsi en place, petit à petit, une fausse correspondance, ce qui est assez pervers. Au bout de quelque temps, elle organise même le 11 août 1784 une rencontre nocturne entre le cardinal et une actrice qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la reine. D'ailleurs, le cardinal Rohan n'y voit que du feu. Il pense avoir affaire à la véritable Marie-Antoinette et que celle-ci vient de lui pardonner tous ses mauvais agissements. Madame de La Motte, étant désormais certaine que le pauvre homme lui fait pleinement confiance, décide de lui envoyer, en janvier 1785, à nouveau une supposée lettre de la reine, dans laquelle celle-ci lui explique son désir d'acheter en secret le fameux collier, et lui demande de l'acheter à sa place, et bien sûr qu'elle le rembourserait peu après. Le cardinal, trop heureux de lui rendre service, ne soupçonne absolument pas la supercherie et suit les instructions indiquées dans la lettre. Il achète ce collier au nom de la reine, puis le remet à la comtesse de La Motte, qui feint de le transmettre à son tour à Marie-Antoinette. Toutefois, vous vous en doutez, elle disparaît aussitôt avec son mari, et ensemble, rapidement, ils démantèlent le bijou pour en revendre séparément les pierres. Suite à ces péripéties, l'hiver passe, puis le printemps, et arrive l'été. Le cardinal commence à s'interroger de ne toujours pas avoir reçu la somme due. Il n'a aucune nouvelle de la reine. Quant à Baumeure, notre maître joaillier, il se rend bien compte que cette dernière n'a toujours pas porté une seule fois le collier, et que la première échéance arrive. Ça l'inquiète, à juste titre d'ailleurs. Ne tenant plus en place, il se rend directement à Versailles demander des explications à la première femme de chambre de la reine, Madame Campan, qui en fait à son tour tout de suite rapport à sa maîtresse. Marie-Antoinette, bien que ne saisissant pas le déroulé de toute cette histoire, comprend que la supercherie est grave, même très grave. Elle en avertit son mari. Le scandale éclate. Et le jour de l'Assomption, le 15 août 1785, alors que notre cardinal s'apprête à célébrer la messe en grande pompe à Versailles dans la chapelle royale, il est convoqué de toute urgence dans les appartements du roi pour s'expliquer et tirer ainsi au clair toute cette affaire. Abasourdi, le cardinal comprend enfin qu'il a été berné par la comtesse de La Motte. Mais c'est trop tard. Marie-Antoinette est furieuse. Comment ce débauché a-t-il pu croire qu'elle, la reine, le lui aurait pardonné aussi facilement et qu'elle le lui aurait même demandé un tel service? C'est pour elle invraisemblable. Elle souhaite que l'homme d'église soit immédiatement jeté en prison. Et c'est à sa demande que Louis XVI le fait arrêter dans la galerie des Glaces devant toute la cour. Il est ensuite emprisonné à la Bastille. Cette décision, très humiliante pour le cardinal pour le nom des Rohan, une famille appartenant à la grande noblesse, choque profondément l'opinion publique. Elle est considérée comme très injuste. Et évidemment, Marie-Antoinette est vue comme la grande responsable. Au terme d'un procès très suivi par le peuple, le cardinal est, finalement, contre toute attente, reconnu comme innocent. Quant à Madame de La Motte, elle est condamnée à la prison à perpétuité à la Salpêtrière et même marquée au fer rouge sur son sein de la lettre V pour voleuse. En revanche, son mari parvient à fuir en Angleterre avec quelques diamants dans les poches. En conclusion, notons que ce jugement est pour la reine une véritable humiliation. Le tribunal n'a même pas retenu le crime de lèse-majesté à l'encontre du cardinal. Ainsi, le fait qu'il ait pu croire qu'elle, Marie-Antoinette, était capable de lui envoyer des lettres intimes, de lui donner des rendez-vous nocturnes et de lui demander d'acheter pour elle, en son nom, des bijoux hors de prix, eh bien, finalement, pour le tribunal, ça ne paraît pas si invraisemblable que ça. Pour les magistrats, Marie-Antoinette aurait très bien pu commettre de telles frasques. Ainsi, dans cette histoire, bien qu'innocente, Marie-Antoinette fait figure de coupable. Pour certains historiens, l'affaire du collier a précipité l'entrée du royaume de France dans la Révolution 4 ans plus tard, et a, par la même occasion, également précipité la chute de la royauté. Ce podcast
consacré à l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, vous a été présenté par Anticôme, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.